dans ce nouvel épisode de notre podcast sur la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler d'un trouble souvent méconnu, parfois minimisé et pourtant très présent dans de nombreuses vies. Le trouble de la personnalité dépendante. Avoir besoin des autres, c'est normal, on est des êtres sociaux. Mais quand ce besoin devient une peur panique de la solitude, quand on ne sait plus prendre une décision sans avis extérieur, quand on accepte l'inacceptable pour ne pas être seul, on entre dans une autre dimension. Ce trouble va bien au-delà de la simple timidité ou du besoin de réconfort. Il touche l'identité, l'estime de soi, la façon même de se percevoir dans le monde. Dans cet épisode, on va plonger dans la complexité de ce trouble, explorer ses origines, ses manifestations, ses conséquences au quotidien, mais aussi les ressources qui existent pour mieux vivre avec. Et bien sûr, comme toujours, clarté, bienveillance et une touche d'humour seront au rendez-vous, parce qu'on peut parler de santé mentale sans dramatiser ni banaliser. Comme toujours, ce podcast n'a pas vocation à poser un diagnostic. Il s'agit d'une vulgarisation basée sur des sources sérieuses, comme le DSM-5 ou la CIM-11, mais seul un ou une professionnelle de santé mentale peut établir un diagnostic fiable et accompagner une démarche de soins. Si certains éléments résonnent en vous, n'hésitez pas à en parler avec une ou un thérapeute ou une psychiatre. Ce contenu est pensé comme un point de départ pour comprendre, se questionner ou peut-être se sentir moins seul face à un vécu intérieur parfois pesant. Le trouble de la personnalité dépendante, TDP, est un trouble de la personnalité caractérisé par un besoin excessif et envahissant d'être pris en charge par les autres. Cela entraîne une soumission, une peur de la séparation, une difficulté à fonctionner seul et une angoisse permanente liée à l'abandon et au rejet. Selon le DSM-5, voici les principaux critères diagnostiques. Difficulté à prendre des décisions sans avis ou réassurance d'autrui. Besoin que les autres assument les responsabilités importantes de sa vie. Difficulté à exprimer un désaccord par peur de perdre du soutien. Difficulté à initier des projets ou à faire des choses seul. Besoin excessif de soutien même pour des activités simples. Sentiment d'inconfort extrême quand on est seul. Recherche urgente d'une nouvelle relation de soutien quand on a une relation qui se termine. Préoccupation excessive à être laissé seul. Ces traits ne sont pas de simples comportements passagers ou liés à une période de vie. Ils forment un mode de fonctionnement rigide, durable, souvent présent dès la fin de l'adolescence et observable dans plusieurs contextes, relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales. Les personnes concernées ont souvent une image de soi dévalorisée, se perçoivent comme incompétentes, fragiles, incapables de gérer seules. Elles cherchent la validation constante des autres, parfois au prix de leur propre bien-être ou de leur sécurité. Plusieurs origines peuvent être en jeu dans le développement d'un trouble de la personnalité dépendante. Il y a d'abord les facteurs de l'enfance, un attachement insécurisé, un environnement surprotecteur, une éducation très autoritaire ou au contraire trop laxiste, peuvent semer les graines de ce trouble. Un enfant à qui on répète sans cesse qu'il ne peut rien faire sans aide, finit par l'intégrer comme une vérité. On le protège, mais en l'empêchant de développer sa propre autonomie. Les traumatismes relationnels, des expériences d'abandon, de trahison, de rejet dans l'enfance ou à l'adolescence peuvent entraîner une peur profonde de l'abandon. Une séparation brutale, un deuil mal accompagné ou une irritabilité affective peuvent nourrir cette peur du vide relationnel. Facteurs culturels ou familiaux. Certaines cultures ou familles valorisent fortement la soumission, le sacrifice personnel ou l'obéissance. Cela peut rendre difficile l'apprentissage de l'autonomie. Il ne s'agit pas de blâmer des traditions, mais de reconnaître que certains contextes peuvent favoriser le refoulement de soi. Il y a aussi la biologie et l'hérédité. Bien que moins étudiés, certains traits comme une forte sensibilité à la menace, à l'exclusion ou au rejet pourraient avoir une base neurobiologique. Des recherches suggèrent que certaines zones du cerveau liées à l'anxiété sociale ou à l'attachement seraient plus actives chez certaines personnes. Ce trouble est donc multifactoriel. Il n'y a pas une seule cause, mais un entrelac d'expériences, de traits, de contextes qui façonnent progressivement cette manière d'exister à travers l'autre. Ce trouble a des répercussions concrètes. Sur le plan personnel, il y a des difficultés à poser ses limites, à dire non, peur d'exister pleinement, perte d'identité, fatigue émotionnelle liée à l'hyperadaptation. Sur le plan relationnel, il y a des relations déséquilibrées, risque accru de subir des abus, difficulté à rompre même quand la relation est toxique, dépendance affective. Et sur le plan professionnel, on évite les responsabilités, on refuse des postes ou des décisions par peur d'échouer seul,
dépendance à un manager ou une collègue perçue comme sauveur. Et sur le plan émotionnel, il y a souvent une anxiété généralisée, un fond de tristesse, une peur constante d'être abandonné ou rejeté. Le moindre conflit peut être vécu comme une menace d'abandon, entraînant des comportements de soumission ou de surajustement. Certaines personnes développent également des symptômes somatiques, maux de ventre, migraines, troubles du sommeil liés à cette tension intérieure permanente. Cas fictif. On va parler d'Emma, 28 ans, est très appréciée par ses amis pour sa douceur, son écoute, sa bienveillance, mais dans ses relations amoureuses, elle perd pied. Elle s'adapte totalement à l'autre, dit oui à tout, même quand ça la blesse ou va à l'encontre de ses valeurs. Elle n'ose jamais prendre de décision, que ce soit choisir un film ou dire qu'elle n'aime pas un resto, elle s'en remet à l'autre. Quand une relation se termine, Emma se sent vide, désemparée, comme si elle n'existait plus. Elle cherche très vite un nouveau partenaire, non pas par envie, mais par besoin vital. Ce n'est pas de l'amour, c'est une béquille émotionnelle. Dans le cadre thérapeutique, Emma a pu apprendre à nommer ses besoins, à poser des micro-limites, à exister sans se fondre. Ce chemin n'est pas simple, mais il est possible. Emma apprend aussi à tolérer l'inconfort d'être seule, à ne plus voir la solitude comme un vide, mais comme un espace pour se retrouver. Son évolution n'est pas linéaire, il y a des rechutes, des doutes, mais aussi des victoires silencieuses. Oser dire non, refuser un rendez-vous, prendre une décision seule, chaque petit pas est une réappropriation de soi. Les gens dépendants sont faibles. Faux. Leur anxiété est réelle, profonde, ils s'adaptent souvent par survie, par peur panique de l'abandon. Et ça, c'est une force de résilience, pas de faiblesse. Il faut du courage pour se relever chaque jour en vivant dans cette tension. Ils choisissent d'être comme ça. Ce trouble est généralement ancré très tôt, bien avant qu'on en ait conscience. Ce n'est pas un choix, c'est un mécanisme de survie. On ne choisit pas ses blessures, mais on peut choisir de les penser. Quand on dit qu'ils n'ont pas de personnalité propre, souvent ils sont au contraire des sensibilités profondes, une grande empathie, leur personnalité est juste étouffée par la peur du rejet. Avec du soutien, elle peut émerger de manière éclatante. Et ils veulent attirer l'attention. Ce n'est pas une question d'attention, mais de survie affective. Ils ne veulent pas briller, ils veulent juste ne pas disparaître. Leur détresse est réelle, même si elle se camoufle sous des sourires ou une fausse aisance. Maintenant, on va voir les ressources thérapeutiques. Il existe la TCC, qui aide à travailler l'affirmation de soi, à identifier les schémas de pensée négatifs, à développer l'autonomie, apprendre à dire non, affronter la peur du rejet sans s'y soumettre. La schémathérapie explore les blessures d'enfance, les schémas profonds et aide à les transformer avec des outils concrets. Elle met en lumière les modes dans lesquels on bascule, enfants soumis, parents critiques, adultes sains. Il y a la thérapie interpersonnelle ou la psychodynamique, qui peuvent aussi être efficaces notamment pour explorer la relation à l'autre, l'histoire familiale, les répétitions inconscientes. Il y a aussi des groupes de parole ou de soutien permettant de se sentir moins seul et de pratiquer des compétences relationnelles dans un cadre sécure. C'est aussi un miroir, un espace où on peut se confronter à l'image qu'on renvoie sans jugement. Il y a aussi les livres, les podcasts ou programmes en ligne qui peuvent accompagner une première prise de conscience. Quelques exemples: Guérir de la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum, Je pense trop de Christelle Petit-Colin et le podcast Change ma vie pour des outils concrets. Oui, c'est sûr, c'est pas évident d'être indépendant quand au fond on pense qu'on a besoin d'un tuteur affectif comme une plante verte a besoin de son tuteur en bambou. Mais l'objectif, c'est pas de devenir un cactus solitaire dans son désert, hein. C'est juste de savoir qu'on peut être un tournesol qui tient debout tout seul, tout en profitant du soleil des autres sans s'y agripper pour survivre. Et puis au pire, si t'as besoin d'aide, il y a toujours un Dieu pas loin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu t'es reconnu dans ce profil ou si tu connais quelqu'un qui pourrait se sentir concerné, n'oublie pas, la dépendance affective n'est pas une tare. C'est un appel à l'aide, un besoin profond qui peut s'apaiser, se transformer et guérir. Reconnaître sa dépendance, ce n'est pas avouer une faiblesse, c'est poser une main sur une blessure et décider de la soigner. Et ce premier pas, c'est déjà une immense victoire. On se retrouve très bientôt pour explorer un autre trouble de la personnalité, toujours avec nuance et science et un petit sourire.